Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième intervention de ce séminaire. Je reprends mes notes pour présenter brièvement et pertinemment Antoine Chabot. Donc, Antoine est, lui, agrégé d'histoire. Il a fait ses études à Strasbourg, notamment avec Sandra Boringer, qui est parmi nous, mais je pense que Claude Calam était aussi dans son jury de master. Donc, il y a une configuration tutélaire autour de vous, cher Antoine. Alors, en 2020, donc c'est encore relativement récent, en 2020, Antoine a soutenu une thèse de doctorat à Paris-Est avec Vincent Azoulay. Et l'intitulé de cette thèse est le suivant: Loi au pluriel, normes au pluriel et performances en Grèce ancienne, 7e, 5e siècle. Inutile de vous dire que quand j'ai découvert la thèse d'Antoine, je me suis dit que nous avions des choses à nous dire. Et donc, Antoine, après cette thèse, cette soutenance de thèse, a été à terre à Paris-Est et puis à Rouen, où il est toujours en poste maintenant. Alors, évidemment, vu son jeune âge, il n'a pas encore de monographie à son actif, mais il y travaille, notamment dans la préparation du manuscrit de thèse, mais avec déjà aussi toute une série d'articles qui montrent la perspective dans laquelle il travaille. Et donc, vu cette conjonction entre les intérêts que j'ai commencé à développer dans le cadre de mon cours et puis la thèse d'Antoine, il m'a semblé que c'était un interlocuteur tout à fait adéquat dans le cadre de ce séminaire. Nous allons donc partager l'écran, puisque là, il y a un PowerPoint. Merci beaucoup, chère Vinciane, pour l'invitation, pour l'occasion de vous présenter donc une partie de travaux. Je me réjouis moi aussi de pouvoir discuter avec Pierre. On va le voir, effectivement, il y a, je crois, beaucoup de choses qui se répondent, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette montagne qu'on aborde tous les deux par différents versants, mais qui semble être la même montagne. Bien. On nous fait du langage des premiers hommes des langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de poètes. D'abord, on ne parla qu'en poésie, on ne s'avisa de raisonner que longtemps après. Dans son essai sur l'origine des langues, Rousseau exprime deux idées qui interpellent particulièrement l'historien de la Grèce archaïque. Premièrement, que les langues de la plus haute antiquité seraient d'abord poétiques. Deuxièmement, que cette poésie serait entièrement du côté des passions, contre la raison. Si cela interpelle l'helléniste archaïsant, c'est qu'une bonne partie de son matériel est constituée de poésie. D'Homère à Pindare, l'essentiel de la documentation historique est poétique, c'est-à-dire composé d'énoncés originellement destinés à des performances chantées dans un contexte rituel. Et pourtant, c'est à cette Grèce poétique que les historiens attribuent volontiers l'essor de la raison, entendue selon la célèbre formule de Vernon comme la fille de la cité. Et dans cette perspective, lorsque la cité accouche de la raison, elle donne également naissance au droit. Je cite Louis Gernet. Entre les débuts du droit proprement dit et la création d'une forme de société, il y a corrélation. Le fait éclatant, c'est l'établissement de la cité où s'impose la notion de cette souveraineté du groupe dont participe l'efficacité juridique. Vernon prolonge. On peut même dire que la police existe dans la mesure seulement où s'est dégagé dans un domaine public, aux deux sens différents mais solidaires du terme, un secteur d'intérêt commun s'opposant aux affaires privées et des pratiques ouvertes établies au grand jour s'opposant à des procédures secrètes. L'écriture pourra satisfaire à cette fonction de publicité, parce qu'elle-même est devenue, presque au même titre que la langue parlée, le bien commun de tous les citoyens. On comprend ainsi la portée d'une revendication qui surgit dès la naissance de la cité, la rédaction des lois. Fin de citation. Pour paraphraser Rousseau, on nous fait des premiers Grecs, des géomètres. Il y a beaucoup à dire sur la rédaction des lois. On lit dans de nombreux livres d'histoire que les cités grecques affichaient leurs lois par voie d'inscription juridique, afin que tous les citoyens puissent en prendre connaissance. Ce faisant, les cités auraient laïcisé le droit en le détachant des maîtres de vérité et de leurs paroles magico-religieuses. Toutefois, à bien y regarder, il semblerait que ce soit surtout les hellénistes, juristes et historiens, et en particulier ceux du XXe siècle, qui aient inventé le droit écrit et laïcisé la Grèce archaïque. Je m'explique avec un exemple, celui de l'édition de la Théogonie, où plusieurs vers ont été fréquemment athétisés.
Le poète parle ici des muses. Près de la plus haute cime de l'Olympe neigeux, là sont leurs cœurs brillants et leur belle demeure. Les grâces et le désir près d'elles ont leur demeure. Et leurs bouches, en un charmant concert, vont chantant les lois et les sages principes communs à tous les immortels, en un concert délicieux. Je cite ici Mazon, aux Belles Lettres, en 1928, mais il n'est pas le premier à condamner les vers 66 à 69, ici entre crochet droit, sur critères stylistiques et sémantiques et contre la tradition manuscrite. Pour ces éditeurs, il semblait absurde que les muses puissent chanter le nomos. Même West, qui restitue ses vers en 66, les trouve un peu surprenants. C'est sans doute rejouer cette dichotomie rousseauiste entre poésie et rationalité. Tandis qu'Hésiode et les muses incarnent une parole magico-religieuse, les nomoi, les lois, seraient du côté de la raison et ne sauraient être chantés. Les témoignages grecs évoquent pourtant une commune origine du chant et des lois. Du moins, ces témoignages existent. Fustel de Coulanges, dans sa cité antique, les avait déjà repérés. Je cite Fustel. « Il y a grande apparence que la parole de la loi était rythmée. Aristote dit qu'avant le temps où les lois furent écrites, on les chantait. Il en est resté le souvenir dans la langue. Les Romains appelaient les lois carmina, des vers. Les Grecs disaient nomoi, des chants. » Fustel généralise ici à partir de témoignages réduits, Aristote et Élien, afin de mieux démontrer une thèse d'ensemble. En 1907, Kenneth Freeman ajouta quelques autres témoignages. Mais ces propositions n'ont pas trouvé de grand écho au XXe siècle. Seul Luigi Piccirilli, dans un article de 1981, semble accorder du crédit à ces textes. Le savant italien part d'un fragment d'Hermippe de Smyrne, grammairien du IIIe siècle cité par Athénée. Selon ce fragment, les lois de Charondas étaient chantées en accompagnement du vin lors des banquets athéniens. C'est le premier extrait sur cette diapositive. Piccirilli met en série ce passage avec d'autres qui évoquent eux aussi l'existence de lois chantées en Grèce archaïque. Ce serait par exemple le cas à Sparte, où selon Clément d'Alexandrie, le poète Terpendre d'Antissa fut le premier à versifier des lois en mettant en mélos les nomoi des Lacédémoniens au début du 7e siècle, pense-t-on. Cette attribution, c'est le deuxième extrait ici. Cette attribution intervient ici dans une liste de protoioiretai qui vise à l'accumulation érudite plutôt qu'à l'exactitude historique. Terpendre n'a sans doute pas inventé le mélos, et pourrait-il dès lors avoir chanté les lois de Sparte? Si Clément semble l'affirmer, il faudrait également clarifier le sens qu'il donne ici à nomoi, c'est une autre enquête que je n'aborde pas. Parmi les témoignages évoquant l'existence de lois chantées, le plus explicite est probablement celui des problèmes d'Aristote, ici en bas. Pourquoi les morceaux que l'on chante sont-ils appelés des nomes, des lois? Est-ce parce que, avant que l'on connût l'écriture, on chantait des lois pour ne pas les oublier, comme on a encore l'habitude de le faire chez les Agathyrses? On a donc donné au premier chant des époques postérieures le même nom qu'au chant des époques antérieures. Ce problème a l'avantage de formuler avec clarté ce que la lecture d'Hermippe suggère aussi. Quand on ne recourt guère à l'écriture, comme c'est le cas dans les cités archaïques, le chant serait le meilleur moyen pour conserver des compositions législatives. L'exemple des Agathyrses, peuple mal connu établi au nord de la mer Noire, n'apporte guère de certitude, tant ces peuples exotiques aux yeux des Grecs eux-mêmes est mal connu. Ces témoignages présentent en outre l'inconvénient d'être issus des problèmes d'Aristote, dont on ne connaît précisément ni l'auteur ni la fonction. Du fait de son impossible contextualisation, ce document n'est guère probatoire à lui seul. Faute de savoir pourquoi ces lignes ont été rédigées, il est difficile d'être aussi définitif que Fustel et d'affirmer qu'Aristote dit qu'avant le temps où les lois furent écrites, on les chantait. D'autres témoignages peuvent être versés au dossier pour prolonger l'investigation. Parmi eux, un passage d'Élien au IIe siècle de notre ère, dans son histoire variée. Là encore, l'interprétation du témoignage est fort complexe en raison de la nature même de la source qui l'a recueillie. L'histoire variée constitue une compilation d'éléments qui ont semblé étranges à leur auteur, mais dont on ignore le mode de composition. Voici l'extrait. Les Crétois imposaient aux enfants libres d'apprendre les lois sur la base d'une mélodie, afin qu'ils fussent séduits dans l'esprit par la musique et qu'ils les prennent plus facilement dans la mémoire. Et qu'ayant fait quelque chose d'interdit, il n'est pas une excuse pour l'avoir fait par ignorance. L'anecdote fait ici fond sur un topos enraciné, le légalisme du peuple crétois. De Minos à Talétas, la Crète est une terre de législateurs, et les Crétois, comme l'affirme le Minos, attribué à Platon, obéissent à la plus vieille législation de Crète, de Grèce.
Strabon livre également un témoignage sur l'éducation musicale des enfants crétois, mais ici, c'est le document 5, ce sont les lois qui prescrivent d'apprendre des chants et non l'inverse. Dans un autre extrait, le géographe associe plus formellement la pratique musicale et la diffusion des lois. Les Masacéniens utilisent des lois de Carondas, mais ils élisent en outre un chantre des lois qui a pour tâche de leur expliquer les lois, comme les jurisconsultes à Rome. Les Athéniens ne seraient-ils donc pas les seuls à chanter les lois de Carondas? Ce n'est pas évident. Selon Strabon, les Masacéniens, c'est-à-dire ceux qui devinrent plus tard Césarée de Cappadoce, élisent bien un chanteur des lois, un homonos, mais sa mission est celle d'un exégète. S'agit-il de commenter, ou plutôt d'interpréter les lois? Bon, on le voit, il est difficile de tirer des conclusions de ces quelques extraits de Strabon, à la fois courts, évasifs et tardifs. Ce dernier point mérite d'être souligné. Les textes mobilisés pour rapprocher la loi du chant concernent surtout une Grèce déjà ancienne pour les auteurs antiques. Ceux qui relatent ces anecdotes à l'imparfait ou qui les situent avant que l'on connût l'écriture sont souvent des témoins éloignés de l'époque archaïque. Peut-on leur accorder crédit? Une première attitude, on l'a vu avec Mason, est le rejet frontal. Cette position a assez longtemps prévalu et cette série de témoignages n'a pas suscité, comme je le disais, grand intérêt chez les historiens du XXe siècle. Depuis les années 1990 et les travaux de Rosalind Thomas, les choses changent cependant et les historiens du droit, un temps sceptiques, admettent aujourd'hui que l'on chantait peut-être des lois préalablement écrites. Ou, plus généralement, que l'on ne chantait pas des compositions qui représentaient vraiment des lois, mais qui y ressemblaient. Ainsi pour les Travaux et les Jours chez Gagarine ou les Élégies de Solon chez Françoise Ruzet. Même si le propos a été nuancé, il aboutit donc à un rejet. Et la loi et le chant sont ici considérés d'un point de vue contemporain, éthique. La loi, comme un énoncé formalisé, une norme édictée, publiée et garantie par une autorité étatique, et le chant comme une activité triviale, une forme de divertissement. Puisque les témoignages que voici paraissent évoquer un champ des lois très normatif, ils entrent en contradiction avec les définitions que je viens de donner et doivent être disqualifiés. Mais une des deux prémisses, au moins, est erronée. En Grèce ancienne, le chant n'a rien d'un divertissement sans conséquence. On peut définir au contraire la Grèce des 7e, 6e et 5e siècles comme une culture du chant, ou son culture. Une culture où les pratiques lyriques structurent tous les moments importants de la vie, domestique et civique, et dont les membres sont très largement instruits en matière musicale. Or, si l'on considère ces 7e, 6e et 5e siècles comme une son culture, entendue comme une culture du chant performance, où le chant fait partie d'un rituel qui agit sur un public, le chant n'a dès lors plus rien d'anodin. Qu'il se trouve engagé avec le domaine normatif n'est plus si surprenant. Il faut en outre insister sur la persistance de cette culture, y compris au 5e siècle. C'est bien au 5e siècle que les cités et les athlètes s'arrachent les services de Pindare et que s'épanouit le genre tragique à Athènes. Et si l'on considère le 5e siècle comme le siècle de Périclès, on pourrait dire qu'il commence avec le premier fait de gloire du grand homme, Corrège et sans doute Coreute des Perses d'Échille en 472, alors que Périclès n'a pas encore l'âge d'assumer des fonctions politiques, et que le siècle finit avec la mort de son seul héritier mâle, Périclès le Jeune, en 406, soit par un hasard de l'histoire, la même année que Sophocle et Euripide. Du côté du droit, en revanche, l'historiographie paraît plus conservatrice. Depuis une soixantaine d'années, les hellénistes de toutes les obédiences, ou presque, admettent que les lois des cités grecques archaïques et classiques étaient formalisées. Un pré-droit, ou un proto-droit, c'est selon, magico-religieux, en vigueur à l'époque géométrique, succéderait à un droit rationnel logique s'imposant au cours du 7e siècle. Bien que des positions nuancées acceptent néanmoins la persistance d'un substrat coutumier. Avant cette rupture, c'est le règne de la parole des poètes, mais on ne pouvait chanter les lois puisque le monde grec ne connaissait pas de lois. Après cette rupture, on connaît bien des lois, mais on ne chante plus, ou alors de manière triviale, ou éventuellement religieuse, ce qui paraît parfois trivial sous certaines plumes. Ce consensus sur le droit grec court toujours. Il se fonde sur une double entreprise de survalorisation de quelques inscriptions dites juridiques, que l'on décontextualise alors, et de disqualification des témoignages relatifs à la persistance d'une parole normative magico-religieuse, si l'on peut parler ainsi. Or, si l'on requalifie la Grèce archaïque comme une culture du chant, on doit aussi requalifier l'autorité de la parole poétique. Cette parole, inspirée par les dieux et performée dans des contextes rituels, revendique également une compétence normative.
En l'espèce, et comme j'espère le montrer grâce à quelques études de cas, la compétence normative ne s'oppose absolument pas à la dimension poétique, esthétique et rituelle. Bien au contraire, elle s'en nourrit. Les relations qu'entretiennent la loi et le chant, en Grèce archaïque et classique, n'ont dès lors plus rien d'antithétique. Elles témoignent au contraire d'un lien intrinsèque. Commençons par 70 vers d'Hésiode, à la fin des Travaux et des Jours, que nous qualifierons de catalogue de coutumes, puis quelques vers de Tirtée avant d'en venir au 5e siècle athénien, avec la figure de Damon et la poésie de Critias. Alors avant d'étudier les Travaux et les Jours, je voudrais simplement citer un article important de Pierre, qui, avec d'autres contributions de Claude Calame, tordent le cou à une vieille idée reçue. Les Travaux et les Jours n'appartiennent pas à un sous-genre de poésie destinée à l'éducation. Comme d'autres poésies préclassiques, c'est un poème où s'exprime la parole d'autorité d'un sage, Sophos. Je ne m'y attarde pas car c'est désormais connu, mais le poème s'ouvre bien, comme tout hymne, par une invocation aux muses et se présente de manière tout à fait exemplaire comme un hymne à Zeus qui dispense les Thémistès. Dès lors que l'on est rendu sensible à cette pragmatique, il est un long passage à la fin du poème qui attire l'attention. Les vers 695 à 764 des Travaux rassemblent des injonctions diverses dont les modernes ont souvent rappelé la variété. Le poète s'y adresse à un destinataire par une série d'infinitifs à valeur d'impératifs. Garde toujours le respect des immortels bienheureux. Ne traite pas un ami sur le même pied que ton frère. Si jamais tu le fais, ne sois pas le premier à lui nuire. Ne mens jamais par plaisir de parler. Si c'est lui qui commence par agir méchamment envers toi, en parole ou en acte, souviens-toi de lui rendre 2 fois son injure. Et s'il cherche à retrouver ta tendresse et consent à te rendre justice, sois accueillant. Ne fais pas ceci, ne mens pas. Fais rendre 2 fois. Les Travaux assènent ici de nombreux ordres qui paraissent assez divers aux lecteurs modernes. On reconnaît premièrement l'un des 3 commandements grecs, ces agraphoi nomoi, immémoriaux, connus et respectés de tous, qui commandent le respect des dieux, des parents et des autres. Ce respect les dieux annonce toutes les mesures suivantes, qui paraissent à la fois être de bonnes mœurs sociales et être des règles de piété. Les vers suivants énoncent un précepte qui avantage le frère sur l'ami, puis des considérations relatives à la responsabilité dans un litige. Et les réparations que l'on peut attendre sont parmi celles qui paraissent le plus nettement juridiques. Elles évoquent certaines formules que l'on observe dans les inscriptions normatives, telles que la construction de l'éventuel avec eidé, ou encore la compensation due au double, documentée également à Gortine. Une fois cette dette payée, si la partie adverse requiert l'amitié et qu'elle veut t'offrir une diquet, il faut accepter. Le poème se poursuit de la sorte. Garde-toi dès l'aube d'offrir à Zeus le vin fauve, ainsi qu'aux autres dieux immortels, si tes mains sont impures. Ils ne t'entendent pas, ils vomissent toute supplique. Face au soleil debout, n'urine pas en aucune manière. Quand il se couche, jusqu'à son lever, garde bien en mémoire de n'uriner ni sur la route, ni hors de la route, ni dénudé. Les dieux bienheureux ont les nuits en partage. Il s'accroupit celui qui possède piété et sagesse, ou il s'approche du mur de la cour protégé d'une enceinte. Près du foyer chez toi, ne montre pas, mais détourne tes parties honteuses, encore souillées de semences. Ne répands point, de retour de funérailles impures, ta semence. Attends de sortir de ripailles divines. Revenant en anaphore au début du vers, la particule de négation médée se fait plus présente et les injonctions se multiplient. La première, relative à la propreté des mains du libateur, est également connue de l'Iliade, ce qui nous rappelle que la poésie d'Hésiode n'est pas la seule vectrice de normes. La suite de ces vers énonce quelques principes qui permettent d'éviter à un homme d'exposer ses parties génitales aux mauvais spectateurs, et ces prescriptions, comme celles qui suivent, peuvent être analysées comme des précautions contre les souillures religieuses. Comme le dit Robert Parker, il est probable que tous les Grecs convenablement éduqués observaient la plupart des principes hésiodiques. Les conseils d'Hésiode semblent bien avoir été des règles largement observées. Mais à quel point peut-on les considérer comme ces préceptes chantés comme des règles de droit? Ces conseils sont-ils des lois garanties par une autorité et dont la violation entraîne une sanction? Oui, quelquefois, par des châtiments divins. Alors, je vais laisser cet extrait et poursuivre. Ici, des sanctions sont attachées aux interdits formulés par le poète, mais ce ne sont ni des amendes ni des sévices infligés par un bourreau au nom d'une autorité. Ce sont des souillures qui punissent une conduite irrespectueuse envers les dieux,
allant de la négligence à la profanation. Ainsi doit-on veiller à traverser un cours d'eau en état de pureté rituelle et en prononçant au préalable une prière, car les rivières et les sources sont des divinités. Un souci similaire explique les mesures recommandées au vers 737-741 et la menace d'une némésis divine en cas de non-respect. Il en va de même pour l'interdiction d'uriner au soleil si l'on considère qu'Hélios est lui aussi une divinité et qu'il ne convient pas de lui présenter ses parties intimes. La métaphore végétale, qui interdit de se couper les ongles pendant une fête, vise également au respect des dieux que l'on invoque par des prières et des libations avant chaque fête d'Aïté. Connue ici aussi dans le corpus pythagoricien, cette règle devait être répandue. Les préceptes délivrés par Hésiode dans les Travaux et les Jours sont des règles de comportement contraignantes et sans doute largement respectées dans le monde grec archaïque. Mais ce ne sont pas formellement des lois. Ces règles ne sont pas émises par une autorité autre que celle du poète et ne sont garanties, sans intermédiaire humain connu, que par les dieux. Elles s'apparentent à des coutumes que l'on suppose largement diffusées et respectées. Ce n'est là ni la seule modalité, ni le seul passage des Travaux et des Jours où le poète affirme sa proximité avec le domaine normatif. À maints égards, les Travaux et les Jours peuvent être considérés comme un hymne à la justice. En tant que notion ou que divinité, Dikée y est mentionné 25 fois, soit plus que dans l'Iliade, l'Odyssée et la Théogonie réunies. Dès les premiers vers du poème, l'énonciateur affirme que l'un de ses buts sera de dire la justice qui attribue à chacun son lot. Après l'invocation des muses, le poème en appelle à Zeus, présenté comme le dieu de la justice distributive. Je ne m'étends pas sur ce point développé par la professeure Pirine Delforge le 10 février dernier. Si le poète invoque précisément cette puissance, c'est bien parce que, par des aspects, l'enjeu du poème est de faire de lui un maître de justice, capable, sous le patronage du dieu, de prononcer la Dikée, de réparer les injustices à son tour. Le début du poème l'exprime clairement. Alors, je ne l'ai pas ici, mais je vais le lire. Va, c'est les vers 35 et suivants. Va, réglons ici notre querelle par une de ces droites d'Icaï, qui, rendues au nom de Zeus, sont bien les meilleures de toutes. Tu as déjà, le jour où nous avons partagé notre patrimoine, assez pris et pillé dans le bien d'autrui, en prodiguant force hommage au roi mangeur de présents, toujours prêt à juger suivant telle justice. Pauvres sots, ils ne savent pas combien la moitié vaut plus que le tout, ni quelle richesse il y a dans la mauve et l'asphodèle. Cette énonciation poétique de la justice prend pour prétexte la querelle opposant le poète et son frère, Persès. Le conflit qui oppose l'énonciateur et le destinateur doit être résolu en prononçant la bonne Dikée. Dans un conflit précédent, on s'en était remis au roi des basileis anonymes et génériques, mais ceux-ci se sont disqualifiés par leur corruption et par leur incompétence. Le poète propose dès lors de s'en remettre à sa propre autorité, la sienne, comme l'indique l'emploi de la première personne de l'impératif et le déictique auti. La sentence droite susceptible de régler le différend saurait-elle être dès lors très différente du poème lui-même, ce poème fait de sentences prononcées et assumées par le jeu du narrateur, ce poème vrai qui se substitue pour trancher le cas particulier au droit coutumier redressé par Zeus, s'interroge prudemment Claude Calame. On ne gâchera aucun suspense en répondant par la négative. Si Hésiode s'affirme comme le seul capable de prononcer correctement une Dikée, c'est à la seule condition de sa capacité à assurer une performance poétique réussie. L'autorité de l'énonciateur réside en effet dans sa capacité à invoquer les muses, à connaître les proverbes, mais aussi les palayas, les récits sur le passé qui lui permettent par exemple de chanter Pandore et Prométhée. Nous nous trouvons en présence d'un maître de vérité qui affirme sa capacité à transcender à la fois le savoir humain et ordinaire et la réalité visible et accessible à tout un chacun, comme l'affirme Karine Mackowiak. Cette performance était destinée à être chantée devant un large public. Il ne faut pas en effet se fier trop rapidement aux proclamations de l'énonciateur. Ce que le poète s'apprête à chanter ne s'adresse pas in fine à Persès, mais à tout l'auditoire de la performance poétique. Au-delà de la fiction, d'un conseil donné du frère au frère, ces interpellations s'adressent à tous les auditeurs du poème, dont Persès n'est qu'une métaphore. Elles permettent au poète d'affirmer l'oralité et la performativité de la justice. Proprement acoustique, Dikée est une formule que l'on prononce et que l'on écoute, et non un principe abstrait. C'est un acte de langage qui pourrait échouer, au même titre que la performance épique, si le public n'y prête pas une oreille attentive.
L'énonciation en catalogue est précisément l'un des procédés qui permettent au poète de montrer toute sa compétence de performeur. Du point de vue énonciatif, cette succession rapide de préceptes variés, formulés sur le même mode, peut être rapprochée en tout point d'autres énumérations épiques que l'on qualifie conventionnellement de catalogue. On définira ici ce catalogue comme une collection d'items distincts, arrangés par anaphore ou conjonction, sans qu'une relation explicite ne soit établie entre les items, et, dans une perspective énonciative, comme l'action de désigner par la parole des choses après les avoir recueillies et rassemblées de façon conforme, adaptée, ajustée, ou encore de parler avec précision des choses que l'on a recueillies, soit pour les avoir entendues, soit pour en avoir fait soi-même l'expérience. C'est une définition que j'emprunte à Sylvie Perceau. Le catalogue n'est pas une simple compilation, mais un procédé poétique capable d'énoncer une vérité sur un mode performatif. C'est une parole solennelle et exceptionnelle. Le catalogue des travaux engage ainsi particulièrement le poète. C'est une performance musicale qui ne réussit que si l'auditoire reconnaît à l'énonciateur la compétence et l'autorité pour énoncer ses règles. La réussite de la performance poétique repose sur la qualité formelle du poème chanté. L'efficacité du propos énoncé est une conséquence du talent poétique du locuteur qui sait adapter les modalités de l'énonciation pour aboutir à une performance réussie. Le catalogue est l'une de ces modalités les plus efficaces. Dans l'Odyssée, Pénélope ne reconnaît Ulysse que lorsque celui-ci dit en catalogue, catalegein, les signes remarquables de leur lit conjugal. Catalegein permet au locuteur de prouver sa connaissance intime des items qu'il inventorie. C'est parce que l'auditoire reconnaît à Hésiode une compétence coutumière que son catalogue fonctionne. Mais la réciproque est également vraie. Le beau poème est à la fois le résultat et la condition d'une autorité poétique. L'énonciation en catalogue est aussi un agencement esthétique et l'on reconnaît le bon poète à sa capacité à énoncer de beaux catalogues. Car la performance représente un grand enjeu de savoir et de mise en discours poétique. Il faut savoir à la fois quoi dire et comment le chanter. Dans cette même perspective, le catalogue des préceptes hésiodiques vise à faire reconnaître l'autorité du poète, capable d'une telle performance. Aussitôt reconnue, cette autorité confère aux règles édictées un nouveau statut, celui de normes contraignantes, directement édictées par les dieux. La réussite de la performance agit ici comme une ordalie. Puisque le poète peut mettre en ordre dans un beau chant une série de règles, c'est que celles-ci sont soutenues par les divinités. Ainsi, les dimensions poétiques et normatives sont-elles indissociables dans les travaux et les jours, et l'une fonctionne avec l'autre. Depuis les affirmations de la première personne jusqu'aux variations dans les modalités énonciatives, récits, injonctions, catalogues, tout concourt donc dans les travaux et les jours à construire la figure d'un locuteur comme une figure de personnage à la parole d'autorité, à la parole normative. Les travaux sont un exemple d'une poésie qui permet à un énonciateur de se présenter comme un maître de justice et d'assumer une autorité. Cette poésie ne s'éteint pas au début de l'archaïsme, elle est au contraire demeurée efficace tout au long des 7e, 6e et 5e siècles, comme le montrent d'autres exemples. Les deux exemples les plus évidents de lois associées à une performance mélique sont sans doute le cas de Tirtée et de Solon, auteurs d'élégies que Plutarque associe chacun à leur manière à la performance des lois citées. Vinciane Pirne-Delforge leur a récemment consacré ses cours, donc je ne dis rien de Solon, et simplement quelques mots de Tirtée. Nous avons évoqué au début de cette intervention une anecdote transmise par Clément d'Alexandrie, selon laquelle Terpendre aurait mis en musique les lois des Spartiates. Mais ce sont quelques vers de Tirtée qui, selon Plutarque, rappellent, epimemnetai, la rétra des Spartiates. Il s'agit du fragment 1b dans l'édition Gentili Prato. De Pito, ils ont rapporté au pays ces oracles du dieu, ayant entendu de Phébus ces vers prophétiques. Que les rois estimés des dieux dirigent le conseil, eux qui ont soin de la charmante cité de Sparte, puis les vieux conseillers, puis les hommes du peuple, répondant à de droites rétrailles. Le fragment 1b s'inscrit dans le registre de la norme, tant par son contenu général, l'organisation de la cité, que par son vocabulaire et l'emploi du terme rétra au vers 6. Pour le poète, l'ordre politique est d'abord l'ordre des dieux, car c'est d'eux que viennent les normes. Cet ordre, qui place les rois au-dessus de leurs concitoyens, se justifie non seulement par le passé héroïque de la cité, mais aussi par l'oracle pitique. Qui pourrait célébrer cette organisation mieux qu'un poète inspiré ? Cette élégie s'adresse à une partie des Lacédémoniens rassemblés lors d'un banquet dans la cité, et la première personne poétique s'inclut dans le groupe dont elle chante l'histoire, sous la forme de citation indirecte de l'épopée de fondation. Je ne reviens pas sur le fragment 1a,
de cette élégie, celui que transmet Strabon en l'appelant Eunomia, sinon pour signaler qu'il s'insère dans une tradition poétique qui célèbre Héraclès et sa conquête des cités du Péloponnèse. Ce faisant, la poésie adapte une forme apte à séduire le public et à rappeler l'héroïque ascendance des souverains Agiades et Eurypontides qui règnent pour toujours sur la Laconie. Les vers du fragment 1b précisent les hiérarchies mises en place. Apollon arrive en premier, car c'est lui qui dicte la suite. Vient ensuite une organisation claire, d'abord les rois, puis les vieux conseillers, puis les hommes du peuple. Ceux-ci doivent obéir, avec la difficulté à traduire l'apax antapameibomai, à Deuteia et Retrae. Rien n'indique ici, comme l'historiographie l'affirme fréquemment, que le terme Retra fasse référence à un texte précis et non à des Retrae au sens commun d'accords ritualisés. Unilatéral, ces droits de Retrae sont prononcés pour être entendus et obéis. L'autorité des souverains spartiates repose ainsi, selon Tirtée, sur une compétence langagière, celle de prononcer des sentences droites, non sans assistance divine. Dans le contexte de performance d'une convivialité élitiste, Tirtée célèbre le pouvoir et l'histoire d'un groupe auquel il s'adresse. Sous les ordres des rois se trouvent des Andrès des Motes, et ceux-ci n'obéissent pas sans concertation préalable incarnée par des Retrae. L'ordre est hiérarchisé, mais il n'est pas arbitraire. Cette organisation humaine répond aux injonctions divines qui prennent la forme de l'oracle pithique. Celui-ci, toutefois, ne s'exprime pas sans interprète. Loin de versifier un hypothétique texte de Lycurgue et de chanter un corpus de lois formelles, Tirtée célèbre la volonté politique des dieux que seul un poète inspiré peut relayer. Avec Hésiode et Tirtée, on peut observer que la parole poétique, qui exprime une autorité inspirée par les dieux, est bien documentée pour les premiers siècles de l'époque archaïque. Mais ce constat peut être étendu à l'Athènes de Périclès. On ne conserve aucun fragment du poète et musicien Damon. On sait seulement qu'il fut un sage, reconnu, et le maître de Périclès. Et qu'en 444 ou environ, ce musicien en vue fut accusé de menacer la démocratie et partant ostracisé. Parce qu'ils estimaient l'ostracisme d'un professeur de musique trop curieux, certains historiens ont contesté l'ostracisme de Damon. Mais la découverte de Straka, que je projette ici, portant le nom de Damon, prouve qu'il se trouvait des Athéniens pour considérer cela tout à fait pertinent. Ces tessons invitent à relever plusieurs témoignages qui accordent à Damon une véritable influence politique. Selon Plutarque, Damon était apparemment un sophiste éminent qui se servait du nom de musicien pour cacher à la foule son véritable talent. On découvrit que, pour Damon, la lyre n'était qu'un prétexte. Il fut ostracisé sous l'accusation d'être un intrigant, un partisan de la tyrannie. Selon Olympiodore le Jeune, un professeur de philosophie alexandrin de l'époque de Justinien, Damon conjuguait la science de l'harmonie musicale avec celle de l'harmonie civique. Je cite : « Il y a des chants qui mettent les citoyens en harmonie, harmozonta, tels ceux que Périclès apprit de Damon, et par lesquels il mit la cité en harmonie, hermozé. » On n'en sait guère plus sur Damon, sa relation à Périclès, son ostracisme. Mais son cas montre que les Athéniens du milieu du 5e siècle se méfiaient des poètes, qui devenaient trop influents sur la scène politique, et qu'ils prenaient très au sérieux les talents musicaux de Damon. On ne saura sûrement jamais si Damon inspira vraiment à la tyrannie, mais il est un autre poète pour lequel les doutes ne sont pas permis, Critias, surtout connu pour avoir été le chef des 30 en 404-403. La tradition manuscrite transmet 75 fragments de Critias qui se répartissent entre des élégies destinées au banquet d'une élite politiquement proche de l'énonciateur et des tragédies composées pour s'adresser à l'ensemble des Athéniens. Les quelques bribes parvenues jusqu'à nous témoignent d'un certain rapport à la loi. Selon Jean Philopon, Critias composa des constitutions métriques, politeias em metrus, et l'on rapproche de ce témoignage plusieurs fragments élégiaques relatifs aux us et coutumes des Spartiates. Voici le plus long de ces fragments, que je tronque en partie. La coutume qui est en usage à Sparte, c'est de boire dans une même coupe qui contient du vin, mais sans porter de toast, en nommant la personne en l'honneur de qui l'on boit, et en allant de droite à gauche, en cercle dans le groupe. Chez les Lacédémoniens, les jeunes gens ne boivent que pour donner à leur cœur un joyeux espoir et à leur langue une disposition amicale et mesurée.
Boire dans cette mesure est bon pour le corps, bon pour l'esprit, bon pour les biens. Elle est merveilleusement adaptée aux œuvres d'Aphrodite ainsi qu'au sommeil, qui est le port où font relâche les fatigues. Sans oublier Hygie et de toutes les déesses la plus douce aux mortels, et Sophrosyné, qui est la voisine de Zébia, etc. etc. Est-ce là l'extrait d'une Politeia Métrone? Il y est bien question des usages en vigueur à Sparte, mais Critias emploie des termes plutôt vagues pour désigner ceci, tantôt ethos vers 1, tantôt diaita vers 24. Sans doute le meilleur argument pour justifier ce rapprochement est-il la référence à la bonne mesure. Métrione vers 16, métrone vers 22, qui chante non seulement la modération, sans doute assez relative, de la consommation du vin au banquet, mais évoque aussi la versification métrique. Ces constitutions en vers sont en même temps des constitutions mesurées, qui évitent une démesure propre à la démocratie pure, c'est-à-dire sans mélange, conclut Paulin Ismard et Vincent Azoulay. Cet éloge de la bonne mesure s'inscrit dans une longue tradition de poésie de banquet, notamment élégiaque. Il rappelle notamment quelques distiches de Xénophane de Colophon. Il faut d'abord que les hommes d'humeur enjouée célèbrent la divinité par de purs récits et de paroles pures, après avoir versé des libations et fait la prière d'être en mesure d'agir justement. C'est le premier fragment bien connu. Il se pourrait également que Critias s'inscrive ici dans une tradition poétique de catalogue de coutumes sur le modèle hésiodique des travaux et des jours. On croit en effet percevoir au vers 3 et au vers 4 le début d'une série de préceptes introduits par Médée et conjugués à l'infinitif. On n'en compte ici que 2 à la suite. Mais il manque au moins un hexamètre entre les vers 4 et 5, peut-être davantage. C'est la supposition. Critias, cependant, n'énonce aucune coutume reconnue comme contraignante par son public athénien. Il ne s'essaye pas à l'énonciation d'une norme qu'il instituerait par sa seule autorité comme valide. Il oppose au contraire 2 modèles. La beuverie asiatique, qui est dans ma troncature au vers 5, et le banquet bien ordonné des Spartiates. La dénonciation des banquets intempérés est un vieux topos de la poésie symposiaque, où elle sert de métaphore au mauvais gouvernement de la cité. Dans le Nomiade de Solon, la bonne pratique du banquet permettrait de définir le groupe des citoyens aptes aux affaires. Et Critias, en tant que promoteur de la poésie de son aïeul, ne l'ignorait pas. Il associe également le banquet mesuré aux divinités de la prospérité, Hygie, Sophrosyné, Eusébia, qui n'est pas sans rappeler une élégie des Théognidéa. Bon, je passe. Plus d'un siècle sépare cependant Solon, Xénophane et les Théognidéa de Critias, et ce dernier ne s'affirme pas comme un maître de justice comme le faisait son ancêtre. On peut y voir principalement 2 raisons. Jusqu'à la Révolution de 404, Critias se gardait bien d'afficher trop ouvertement des sympathies oligarchiques et faisait preuve d'une adhésion de façade à la démocratie athénienne. Bien qu'instruit dans le domaine des muses et fier de son éducation, Critias ne pouvait en faire un argument pour revendiquer ses aptitudes à dire la Diké mieux que d'autres, comme le faisait Hésiode ou Solon. Depuis l'ostracisme de Damon, une telle revendication n'était sans doute plus très judicieuse. La place du poète dans la cité avait changé. Par la promotion du modèle spartiate, Critias se proposait de conjuguer les vieilles traditions des élites cultivées tout en les adaptant aux conditions du débat en régime démocratique. Laconiser était moins répréhensible que de préparer une révolution oligarchique. Mais à bien y regarder, le rapport de Critias au loin était loin de correspondre à l'idéal spartiate. Dans les bribes de tragédie parvenues jusqu'à nous, Critias ne se considère pas comme un dévoué sujet du despotes nomos, comme le sont les Spartiates selon la célèbre formule d'Hérodote. Critias dénonce au contraire celui-ci comme une supercherie. Car Critias composait également des tragédies. C'est dire à quel point il était sûr de son talent poétique, puisqu'il se sentait capable de soumettre ses compositions au jugement de tous les Athéniens. Quoi qu'il en soit de ses motivations, la valeur de son talent était reconnue par les anciens, qui, après la Damnatio Memoriae de Critias, attribuèrent ces pièces à Euripide. Citons un dernier fragment. Tiré du drame satirique Sisyphe. Les vers sont transmis par Sextus Empiricus, qui les attribue sans embâche à Critias, et partiellement par Plutarque, qui les considère comme d'Euripide, et précise, ce qui nous intéresse ici, que la tirade était chantée par Sisyphe lui-même. Il fut un temps où les hommes vivaient sans ordre, bestialement, au service de la force brutale, où nul prix n'échoyait au bon, où nul châtiment non plus ne frappait les méchants. Ensuite, selon moi, les hommes établirent des lois pour punir, afin que la justice règne en tyran, également pour tous, et tienne asservie la démesure.
qui commettait une faute recevait punition. Puis, comme les lois empêchaient les hommes de commettre au grand jour leurs actes de violence, mais qu'ils agissaient en secret, c'est alors, je le pense, que pour la première fois un homme à l'intelligence ferme et subtile inventa pour les mortels la crainte des dieux, afin qu'existe un objet de crainte pour les méchants, même lorsqu'ils dissimulent action, parole ou pensée. Faut-il prendre au sérieux ce passage, tirade d'un héros de drame satirique, connu certes pour être très malin, mais aussi pour être sévèrement puni par les dieux pour s'être trop allègrement joué d'eux? Selon Sextus Empiricus, ces vers et ceux qui suivent témoignent de l'athéisme de Critias. Cela n'a pas manqué de susciter le débat, mais ce n'est pas ce qui nous occupe ici. Critias met en scène l'origine de la loi et théorise la fonction sociale de la religion. On aurait inventé les dieux pour contraindre les hommes à obéir à la loi. Si l'on accuse Critias d'athéisme, il faut alors, en toute logique, l'accuser également d'anarchisme. Son relativisme théologique est associé à un relativisme législatif, car ces vers affirment que les hommes n'obéissent à la loi que sous la pression sociale, sans y adhérer moralement, et surtout sans craindre de sanctions pénales. Sans la peur religieuse des divinités, les êtres humains continueraient à violer le nomos en cachette. Affirmer que les hommes n'obéissent aux lois que pour de mauvaises raisons, n'est-ce pas une façon de souligner la faible valeur intrinsèque du droit? De cette tirade, on retient surtout l'éloge du chef charismatique, l'homme à l'intelligence ferme et subtile, Pyknos kai sophos gnomenaner, qui, par son discours, c'est la suite, installe, alors non, c'est pas la suite, si, qui convient et mis fin par des lois à l'anomia, ou autrement dit, un législateur qui n'agit pas par rédaction d'un code, mais en séduisant l'auditoire par des discours. Comme l'écrit Emmanuel Kerr, c'est par la force de sa gnomée que cet expert de l'intelligence parvient à contrôler les esprits de tous les autres hommes, et tout particulièrement des kakoi. Cette gnomée est un acte de langage contraignant. Or, dans la tradition poétique dans laquelle Critias s'inscrit, l'homme capable d'énoncer une telle parole n'est autre que le poète maître de vérité, dont Hésiode et Solon sont les exemples. Certes, le drame satirique ne précise pas le statut de cet homme d'exception, mais seul un poète semble en mesure d'énoncer une telle parole d'autorité, capable à la fois de tenir un discours sur la naissance des dieux et de contraindre les masses en les plaçant sous son charme. Le maître de vérité dépeint dans le Sisyphe en affirmant qu'il existe un démon florissant d'une vie impérissable, qui entend et qui voit par l'esprit, dont la pensée est totale, qui surveille ces choses et porte avec lui une autre nature divine, pour qu'il entende tout ce qui se dit chez les mortels, n'évoque-t-il pas la Diké personnifiée de Solon, ou les 3 fois 10 000 dieux d'Hésiode, qui regardent ceux qui, par des sentences torses, créent leur propre perte, oublieux de la crainte divine, et vont, surveillant les sentences, les actes infâmes, tout drapés de brume, errant par toute la terre? Critias était un poète qui se servait de son art pour questionner les lois de la cité devant un auditoire. À l'instar d'un poète archaïque, c'est l'autorité garantissant la norme qui l'intéresse, plutôt que la substance de la norme. Dans les compositions poétiques de cet intellectuel révolutionnaire, les lois n'ont d'intérêt que pour les méchants et pour les masses, peu éduqués, tandis que les crestoi, les bons, les membres de l'élite, savent se comporter sans avoir besoin de règles explicites. Cette opinion, si elle était celle de Critias, se formulait plus aisément en musique. Au banquet, c'est parce qu'un avis était formulé selon les codes d'une longue tradition élégiaque qu'il avait des chances d'emporter l'adhésion des convives. Sur la scène tragique, des personnages de fiction pouvaient endosser des propos qui n'engageaient pas directement le poète, tout en adressant des clins d'œil complices à une partie de l'auditoire. À la fin du Ve siècle, Critias assume une forme d'autorité politique et poétique, tombée pour partie en désuétude. Bien qu'original en de nombreux points, Critias n'innovait nullement en nouant de la sorte la musique et la loi. Pour lui, comme pour Hésiode, Tyrté, Solon ou Damon, c'est la scène musicale qui permettait à la fois de contester la pertinence de normes abstraites et d'énoncer une parole d'autorité, susceptible de mieux ordonner le monde humain. Les témoignages d'époque hellénistique et impériale conservent le souvenir d'une période où l'on chantait les lois. Ce souvenir n'est sans doute pas très net, et en partie construit, mais on ne doit pas pour autant le disqualifier trop facilement. Ces témoignages montrent surtout que les auteurs, comme Strabon ou Plutarque, étaient conscients de l'historicité des régimes normatifs. Ils invitent avant tout à s'interroger sur la nature des normes qui régissent les cités grecques des 7e, 6e et 5e siècles.
d'Hésiodacritias, les poètes ont effectivement chanté la loi. Ou plus précisément, ils visaient à travers leur chant à se présenter eux-mêmes comme les autorités supérieures en matière de normes. Non pas parce qu'ils auraient mieux connu que d'autres les règles en vigueur, mais parce qu'ils prétendaient avoir et entretenir une intimité à nul autre pareille avec la norme, inspirée par les dieux. Dans le monde grec archaïque, le chant est bien davantage qu'un support, c'est un fait social total. Les meilleurs poètes remplissent dès lors une mission qui dépasse de beaucoup celle que nous leur attribuons généralement. Ce constat invite à réviser la rupture supposée entre une Grèce géométrique irrationnelle, dominée par des traditions familiales et des maîtres des vérités, d'une part, et le monde des cités, gouverné par la raison et des lois imperméables aux influences religieuses. Les revendications poétiques d'une parole normative demeurent vivantes jusqu'à la période classique. Les luttes théoriques que mène Platon contre l'influence des poètes en attestent. Le pouvoir normatif des performances poétiques et musicales ne disparaît pas avec l'essor de la démocratie et de la rhétorique. Très bien. Alors, je propose peut-être de procéder... Vous m'entendez à distance? Vous entendez? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Je propose peut-être de procéder comme on l'a fait avec la première communication, donc de poser à Antoine l'une ou l'autre question ponctuelle sur son intervention et puis élargir, le cas échéant, la discussion. Donc voilà, la parole est à vous, que ce soit ici ou à distance, sachant que la première question est toujours compliquée. Donc je vais la poser. Vos feuilles sont là. Ah. Non, mais j'ai pas besoin de mes feuilles, c'est juste au cas où j'aurais besoin de prendre des notes. Mais je vais non, mais ce essayer sera de très rester bref. concentré. Non, ce sera très bref. Je suis évidemment, j'adhère à l'idée qui est vraiment au fondement de l'analyse, bien entendu. La question que je me pose, et donc que je vous pose, c'est la charnière du 5e, 4e, finalement. Et là, la question c'est, est-ce que, à ce moment-là, l'écriture des nomoi peut expliquer, finalement, ce reflux du champ des lois, on va dire, parce qu'il n'y a rien à faire. Le IVe siècle, de ce point de vue-là, c'est un autre monde, me semble-t-il, à bien des égards. Donc voilà, la question est, quid de cette charnière entre le 5e et le 4e? Bon, la question est un peu compliquée. Non, mais un des points que je prends dans la thèse, notamment pour poser charnière, pour admettre qu'il y a rupture, c'est la recodification des lois à Athènes entre 410 et 399 par une commission d'anagraphes qui sont censés récoller les lois de toute la cité et les mettre dans un monument sur l'agora. Ça fait rupture parce qu'à ce moment-là, il y a des marches où on va collecter toutes les lois qui sont un peu disséminées et puis on décide de n'utiliser plus que celles-ci. En tout cas, c'est ce que disent Lysias et Andocine. Mais à part les sources qui documentent ce moment où on recolle, on n'a plus de sources qui font référence à ça. C'est-à-dire les seules fois où on dit qu'on fait référence à ces lois qui sont collectées, qui sont mises au centre de la cité, à la charnière du 5e et du 4e siècle, c'est quand on le fait. C'est quand on fait le procès de Nicomachos, en gros, le chef de cette commission. Et après, on n'y fait plus jamais référence. Les Athéniens, ensuite, n'utilisent plus jamais de référence à ce monument. C'est ça. Donc, je ne sais pas à quel point ce monument a influencé les Athéniens. En tout cas, il y a une pratique différente de la loi. Les Athéniens sont de plus en plus impliqués dans le fait de prendre des mesures en les discutant ensemble. Bon, tout à fait. Ça fait peut-être... Et même dans les plaidoyers. La que je prends moi-même, je me rends compte que même si on étudie les temps au IVe siècle, il marche peut-être pas si bien. Pas si bien, d'accord. Parce que même dans les plaidoyers, finalement, on voit que l'oralité est beaucoup plus valorisée que le rapport à une éventuelle loi écrite.
Donc, oui, et en fait, les cas où on dit c'est sur la stèle sont assez rares. Ah oui, et ils ne sont jamais uniques. C'est-à-dire, si on cite une stèle, on cite aussi une interprétation des exégètes. Donc, le droit écrit ne se suffit jamais à lui-même. C'est ça, tout à fait. Donc ça, on peut dire que ça dépasse alors le IVe siècle, voire après. Oui, il me semble. Après, il faudrait connaître mieux et plus finement le IVe siècle. Voilà, mais je pense que ça imposerait de revoir vraiment, à l'aune de cette déconstruction, hein, parce qu'il y a quand même un peu de ça, la vision globale, finalement, avec un contraste qui serait sans doute à faire dans les deux sens avec Rome. Mais là, c'est une autre histoire. Bien, y a-t-il d'autres questions pour Antoine, ou on peut tout de suite ouvrir de façon plus générale? Ah ben, Claude, je vois ta main jaune. Oui, merci pour ces lectures de textes qui entraient de quelque manière en écho avec celles proposées par Pierre, en fait un peu dans la même perspective critique, ce qui enrichissait évidemment l'écho, aussi du point de vue de la méthode en quelque sorte. Ce que je me demandais, c'est à partir de l'idée développée par Goudy que la liste, donc la forme du catalogue, était un indice d'écriture. Et ça a naturellement été démenti par différents anthropologues qui s'intéressent à des traditions orales et des traditions entièrement orales dans plusieurs sociétés, plusieurs cultures, parmi lesquelles Christiane Sédou, qui a montré naturellement que la forme du catalogue était constitutive d'un certain nombre de formes de poésie et de poésie orale, naturellement récitée ou chantée. Et alors, je me demandais si, inversement, dans les quelques énoncés de lois qui nous sont parvenus dans l'Athènes de la fin du Ve siècle, début du IVe siècle, on retrouvait des indices de diction poétique, sinon de diction poétique et de diction orale. Ou attaché en tout cas à une performance qui serait une performance orale, soit récitée, soit chantée, soit de type épique, sinon mélique. Je dois dire que j'en ai beaucoup cherché. Et j'aurais bien aimé trouver ça, par exemple, dans le code de Gortyn. Mais ce que j'ai trouvé, en fait, même en le tournant dans tous les sens, ce que j'ai trouvé qui allait le plus dans une direction de l'oralité, c'est la mention d'actes de langage. Toutes les références à des témoignages, à des prises en gage, à des sentences qu'on doit prononcer. Et donc, on peut utiliser le code de Gortyn pour restituer toute une justice orale. Et un paysage sonore judiciaire de la Gortyn du Ve siècle. Par contre, en cherchant, j'ai pas réussi, enfin, il n'y a pas d'énoncé qui me semble, on n'a pas de jeu sur les déictiques, on n'a pas de modes verbaux qui évoquent particulièrement une performance. Enfin, il me semble pas que les outils de la pragmatique linguistique que vous avez développé avec d'autres, il me semble pas que ça fonctionne sur ces documents en tout cas. Mais bon, j'ai essayé, après je dis pas que c'est impossible, mais moi j'ai pas réussi. Très bien. Oui, c'est là que le naufrage de notre documentation est le plus perceptible.